Bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'un ensemble de vidéos sur les médiévales d'Harcourt, donc sur notre format les fêtes historiques. Donc là, nous allons découvrir un peu les armes et armures au bas Moyen-Âge, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge. Et je remercie l'association des Lions de Montfort de s'être prêté au jeu. Ils nous ont fait découvrir un petit peu les armes du bas Moyen-Âge. Et je vous recommande d'aller voir leur page Facebook que je mets en lien et qui sera bien sûr dans la vidéo, afin de voir un peu ce qu'ils font comme activité, parce qu'ils ne font pas que Harcourt comme fête médiévale, ainsi que de présenter un peu le groupe de l'association. Petit disclaimer, comme vous savez, on est dans un environnement extérieur. Bien sûr, qui dit fête médiévale dit qu'il y a beaucoup de monde, donc des intervenants. On n'est pas les seuls à vouloir parler aux différentes personnes qui présentent leur passion. Donc, n'hésitez pas à quand même regarder la vidéo jusqu'au bout, même si des fois la qualité sonore n'est pas optimale. J'ai essayé de faire au mieux avec ce que j'ai et j'essaie toujours de travailler sur le son afin d'améliorer mes vidéos et améliorer la transmission de savoir que j'essaie de vous prodiguer. Si vous aimez la vidéo, ou si vous ne l'aimez pas d'ailleurs, donc si vous l'aimez, likez. Si vous ne l'aimez pas, ou si vous aimez, commentez. Toujours dans le respect, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Maintenant, je vous laisse avec eux pour vous faire découvrir les armes et armures au bas Moyen-Âge. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me présenter un peu les armes? Alors, je pense que c'est des armes du Moyen-Âge. Exactement. Nous sur le camp, alors nous on est l'association des Lions de Montfort et on constitue l'ost ducal breton en 1472. Donc on est sur la fin du duché de Bretagne et on est effectivement à la fin du Moyen-Âge. D'accord. Donc là on est sur le pôle, ce qu'on appelle le pôle armurerie. Donc c'est effectivement là où on a un ensemble de pièces qui étaient utilisées sur les champs de bataille de la fin du Moyen-Âge. On va commencer par les armures tout simplement. Alors, là on a un casque qui est très populaire à la fin du Moyen-Âge qui s'appelle une salade. C'est un casque qu'on va retrouver sur toutes les couches de la société, qui va être utilisé par beaucoup de soldats de types différents, à la fois par les cavaliers, par les fantassins, par les bougiers, etc. et aussi par les archers, les arbalétriers. C'est un casque qui a une visière qui peut être articulée, comme celui-ci. De temps en temps, la visière est fixe. Là, elle est montée sur une lame ressort, ça permet de venir la verrouiller. Et de temps en temps, on a également ce modèle qui existe sans avoir la visière justement sur le dessus, de manière à ce que ce soit juste tout simplement ouvert. Donc c'est pratique pour les archers, comme ça ils peuvent mieux voir autour d'eux. Donc l'avantage de ce casque-là, et pourquoi il est utilisé par toutes les couches de la société, par tous les types de soldats, c'est parce qu'il peut notamment par exemple être combiné avec cette pièce-là qui s'appelle une bavière. Donc c'est une pièce qu'on va pouvoir venir mettre hop, juste ici. Afin de protéger le cou. Exactement, ça protège le cou, le bas du visage, le menton. Et du coup, on a aussi un petit bouton qui permet de venir baisser, donc un ventail comme ça. D'accord. Donc ça permet de respirer, de pouvoir communiquer avec les personnes autour de soi sur le champ de bataille. Et quand on combine en fait les deux pièces d'armure l'une avec l'autre, ça fait un casque complet. Ça fait une protection vraiment... Et ça fait une protection qui est très poussée, donc c'est vraiment très intéressant justement pour les combattants, quel que soit leur type. Ils ont la possibilité d'avoir un casque complet et qui en plus est modulaire. Donc là, on a également un autre type de casque de présent. Ça s'appelle un chapelle. Ça, c'est un casque qui est très utilisé par l'infanterie, par toutes les personnes qui vont porter les armes que vous avez devant vous. En fait, ce chapelle, moi je mets une petite cale sur la tête pour le porter. Hop là. Donc l'avantage du chapelle, c'est comme il a cette espèce de grande visière qui couvre vraiment très très bien, on a la tête bien enfoncée à l'intérieur, on a quand même une très bonne vision autour de nous, mais par contre pour tout ce qui est coups qui viennent en fait du haut par exemple, on est quand même très bien protégé. Ouais, du côté des oreilles, etc., on est bien protégé du visage, donc les coups qui viennent ont très peu de chances quand même de porter jusqu'à notre visage et de risquer de nous blesser. Donc ça c'est un casque qui est très apprécié pareil par les fantassins. Il continuera d'être utilisé dans des formes un petit peu différentes, un peu évoluées tout au long des siècles qui suivent, notamment par exemple le casque des conquistadors, le morion. Oui, on l'en trouve beaucoup à la Renaissance. Exactement, à la Renaissance on va voir des évolutions de ce type de casque. Après en termes de protection,
les fantassins de l'époque. Nous, à la fin des années 1400, on va commencer à voir justement de plus en plus de personnes porter des plastrons d'armure, des petites pièces d'armure. Donc ça, c'est un plastron tout simple. J'ai pas de dossière derrière, c'est juste tenu en fait par des sangles en cuir. C'est de l'acier de munition, ce qu'on appelle des armures de munitions. C'est de l'acier qui est de mauvaise qualité, qui va facilement se casser, mais en fait l'avantage c'est comme il coûte pas cher et qu'il est relativement facile à produire, on va pouvoir en produire en masse. Donc par exemple dans le nord de l'Italie, on a une famille qui s'appelle la famille Missalia, et la famille Missalia elle contrôle toute une région à côté de Milan avec des mines de fer, des forges, et elle va fabriquer en fait en masse des plastrons de munitions qui sont assez standardisés. Ils vont proposer quelques tailles à chaque fois et ils vont proposer des armures de munitions et ils vont les expédier à travers toute l'Europe. Donc ça va leur permettre, comme à la fin du 15e siècle il y a beaucoup de guerres, ça va leur permettre d'alimenter en fait tous les princes en armure pour leurs hommes et en armure pas chère. Un autre type de protection qui est très utilisé du coup sur les champs de bataille qu'on connaît très bien, donc c'est la cotte de maille. Oui. Voilà, donc la cotte de maille, c'est assez compliqué à faire parce que mine de rien en fait ce qui est très gênant sur la cotte de maille, c'est que ça prend du temps. C'est que des petits anneaux en fait plats qui sont riftés, donc en fait les deux pattes sont ramenées l'une à côté de l'autre, elles ont un creux au milieu, on vient mettre un rivet en fait pour les fixer. C'est avantageux parce que du coup, lorsqu'on essaye de venir percer en fait avec la pointe d'une arme, ça va pas s'ouvrir tout de suite, donc ça va avoir quand même une bonne résistance. Il faut avoir des armes spéciales quand même pour l'ouvrir. Ça reste assez souple, donc c'est assez intéressant dans pas mal de contextes. Le seul problème de la cotte de maille, c'est que c'est assez lourd. Voilà. Oui. C'est assez lourd, il faut que ce soit fait à la morphologie de son porteur, parce que si c'est pas fait à la morphologie de la personne, c'est pas agréable. Donc du coup, c'est très cher, c'est sur mesure. Très cher, on n'est pas aussi cher que sur de l'armure complète comme on va pouvoir avoir à notre période. On a des armoires complets qui vont être vraiment que de l'acier, qui vont vraiment bien couvrir. Mais ça reste quand même assez relativement cher parce que ça prend du temps à... De quoi ? Comme nos collègues, voilà, comme le duc de Bretagne dans la tente d'à côté par exemple, qui lui a un harnois complet vraiment, et pour le coup, ça c'est des pièces qui vont coûter très très cher. Ça reste accessible aux combattants, donc c'est le métier en fait, qui sont des vrais militaires en quelque sorte, mais ça va plus être vraiment en faveur en fait des soldats de la fin du Moyen-Âge. On va quand même la retrouver portée par des archers par exemple, parfois effectivement portée en première ligne quand même par des hallebardiers. On va aussi pouvoir la retrouver par exemple sur des sapeurs qui ont besoin d'avoir des vêtements qui sont quand même assez souples pour pouvoir faire des mouvements de sac par exemple, pour pouvoir aller creuser la terre. Donc la cotte de maille va quand même se retrouver chez ce type de personnes. Après, la cotte de maille, on va avoir également une autre protection qui est beaucoup moins chère et qui est beaucoup plus facile à fabriquer, qui s'appelle un gambison ou une jaque. Alors ça va dépendre des différents, il y a différents types de modèles. Le gambison en fait c'est constitué de plusieurs épaisseurs de tissu qui sont cousues les unes avec les autres et en fait dans lesquelles on intercale entre chaque épaisseur de tissu. Par exemple là c'est du crin de cheval. Donc l'intérêt en fait c'est que ça va pour tous les coups de taille, donc c'est les coups tranchants en fait, ça va très bien, ça va permettre de amortir et ça permet également de dissiper l'onde de choc d'un coup très puissant qui viendrait taper dessus. Donc c'est pour ça notamment qu'il y a des versions adaptées qui se portent sous les armures des nobles et des chevaliers qui vont porter des armures complètes et qui vont aussi leur permettre, parce qu'il va y avoir des petits points d'attache comme ici, de venir fixer les différentes parties de leur armure dessus pour mieux répartir le poids de leur armure en fait. Donc ça c'est très intéressant parce que ça fait à la fois une protection à porter sous l'armure qui va dissiper un choc si jamais ils se prennent un coup sur leur armure, mais aussi de servir du coup d'attache sur l'armure pour faire en sorte à ce que l'armure elle soit plus agréable à porter parce que c'est moins lourd au final. Ouais. Tout n'est pas retenu à un seul endroit. Mais on a quand même sur ce type de protection, comme elle est pas chère et qu'elle est facile à fabriquer, on va quand même en retrouver chez pas mal de fantassins, chez pas mal d'archers aussi par exemple. Donc ça peut être à la fois des hallebardiers, des bougiers qui vont utiliser les armes qui sont en dessous, que des archers, parce que ça reste souple, ça reste léger, c'est facile à réparer également sur le champ de bataille, donc c'est une protection très basique mais qui est quand même assez efficace. Et voilà, après on peut tout simplement venir la renforcer avec, là c'est des chaînes de Jacques. L'avantage des chaînes de Jacques c'est que ça permet d'éviter d'avoir des grosses pièces d'armure assez coûteuses à venir mettre sur les bras, et étant donné que de toute manière la partie qui va le plus facilement prendre des coups lorsqu'on est dans une mêlée c'est justement les bras qu'on tend vers l'avant, en fait tout simplement en protégeant les bras avec des petites chaînes comme ça, c'est une solution efficace et pas très chère. Donc ça c'était pour les protections de corps. Côté défensif, ok. Voilà. Et côté armes, du coup. Côté armes. Alors côté armes, là on va avoir un ensemble d'armes qui étaient utilisées par les fantassins classiques sur le champ de bataille. Donc là on va avoir des pics. Donc c'est un ensemble de c'est des grands qui ne se lancent pas.
En fait, ça va faire à peu près 2 à 3 mètres. Ça va être plutôt utilisé pour pouvoir faire des grandes formations de piquets. Donc plus ça, on va avancer dans le temps, on va passer sur des pics qui vont faire jusqu'à 4 mètres, puis 5 mètres, puis 6 mètres. C'est un peu le principe des Romains avec... C'est même le principe des phalanges macédoniennes. Oui, les grandes phalanges macédoniennes. Là, en fait, on finit par redécouvrir que dans l'Antiquité, même si la pique n'avait pas complètement été oubliée, mais c'était plus généralisé sur les champs de bataille. À la fin du Moyen-Âge, on revient à la pique parce qu'on se rend compte que l'avantage, c'est qu'on peut former très facilement des gens à l'utiliser. C'est rassurant parce qu'il y a une grande distance, en fait. Avec la pique, on a une grande hampe, donc on peut facilement tenir l'adversaire à distance. Et comme on est plusieurs centaines de personnes à la manipuler ensemble, donc il faut quand même bien s'entraîner pour savoir manipuler un carré de piquet ensemble. Il y a des entraînements qui sont faits régulièrement de manière à expliquer quand il faut tourner, etc., que tout le monde puisse agir en même temps. Mais c'est quand même très très efficace parce que du coup c'est une arme qui permet de tenir la cavalerie à distance, qui permet de tenir l'infanterie à distance, qui permet de faire un gros paquet de personnes qui sont très difficiles à déloger parce qu'on ne peut pas s'approcher d'eux en fait très facilement. Donc du coup la pique devient de plus en plus une arme très populaire sur les champs de bataille. Mais avant ça, on est plutôt sur les armes d'ast qui sont vraiment un héritage du Moyen-Âge. À la base, c'est plutôt essentiellement, là vous allez le voir, ça ressemble plutôt des outils agricoles. Donc sur ce modèle-là, on a un pieu de chasse en fait, tout simplement. À la chasse au Moyen-Âge, on va aller chasser par exemple le sanglier, le cerf avec des pieux comme ça. Donc on va envoyer des chiens, donc par exemple des lévriers qui vont effectivement aller débusquer les animaux, qui vont les courser, qui vont commencer à les affaiblir. Et une fois qu'on a réussi à acculer le cerf ou le sanglier dans un coin, on va avoir des porte-pieux qui vont essayer de venir embrocher en fait le gibier avec ce type d'arme. C'est pour ça que vous avez un arrêt ici, c'est tout simplement parce qu'un cerf ou un sanglier, quand vous l'embrochez, il va continuer en fait sur la lance. Et si vous ne le tuez pas directement, que vous ne touchez pas un organe interne, il y a de très fortes chances que la personne qui porte une lance finisse par se faire embrocher en fait par l'animal. Donc c'est pour ça que vous avez un arrêt ici, ça permet d'arrêter l'animal. Sauf que si ça marche pour un sanglier ou un cerf, ça marchera aussi très bien pour un humain. Donc c'est pour ça que ces armes-là de chasse... C'est très utilisé du coup... Voilà, finalement elles sont arrivées sur le champ de bataille parce que ça permet de tenir un adversaire qui ne serait pas forcément mort à distance et d'attendre tout simplement qu'il se vide de son sang. Donc après on va avoir justement là des armes agricoles qui vont petit à petit être adaptées parce que comme au début de la guerre, au Moyen-Âge, on compte surtout sur les serfs qu'on va sortir de leur campagne, on va leur donner des armes et on va les faire se battre pour le seigneur. Ça n'a pas beaucoup changé quand il y a une guerre en général. Exactement, ça n'a pas beaucoup changé avec le temps. Mais à cette époque-là, étant donné que les gens, la manipulation d'un fusil, ça reste relativement simple. À l'époque, pour que les gens puissent utiliser correctement une arme, il fallait que ce soit quelque chose qui ne les boussole pas trop quand même. Donc pour pas trop les déboussoler, on a tout simplement repris des choses qui ressemblaient un petit peu à ce qu'ils utilisaient, par exemple des faux, par exemple des serpes, etc. C'est pour ça qu'on va retrouver des formes assez simples d'objets qu'aurait pu utiliser un paysan en fait dans son avec une bonne longe du coup pour les protéger davantage. Exactement, ça a une bonne allonge. Donc là c'est pour ça que vous allez avoir effectivement une grande hampe, vous allez retrouver des crochets, par exemple une forme de serpe ici sur la guisarme. Donc là vous avez une bouge qui a pour avantage en fait à la fois de combiner un côté tranchant, donc pour donner des coups de taille, un côté pointu, donc pour donner des coups d'estoc perçants, un crochet à l'arrière qui va vous permettre justement de venir faire tomber quelqu'un par terre en lui accrochant la jambe, mais également un cavalier pour le faire tomber de son cheval. Si jamais vous vous faites charger par de la cavalerie, vous pouvez aussi couper les jarrets des chevaux pour vous débarrasser d'un cheval, même si le mieux c'est quand même de récupérer le cheval vivant parce que ça coûte très cher, donc toujours intéressant de pouvoir le faire. Mais la personne qui est sur le cheval est aussi très intéressante parce que si elle a un cheval, c'est qu'elle a de l'argent bien souvent, ou alors c'est que c'est tout simplement un noble, vous le reconnaissez tout de suite, et il vaut mieux le faire tomber par terre pour le prendre en otage pour pouvoir ensuite négocier une rançon. C'est comme ça, les paysans tuent très très rarement les nobles, ça se fait pas au Moyen-Âge. Donc tout simplement, le faire tomber par terre, le capturer et ensuite le revendre à sa famille, c'est un bon moyen de devenir riche et de réussir à enrichir non seulement sa famille, mais aussi son duché par exemple potentiellement. Donc après, petit à petit, on voit l'évolution. Donc là, on est vraiment sur une arme qui ressemble beaucoup à une arme agricole, un outil agricole. Là, on va passer sur une arme qui commence à être plus travaillée, même si on retrouve des formes de serpe, etc. Ça s'appelle une guisarme. Donc ça, c'est une arme qui va être très populaire au cours du XVe siècle. On a donc toujours le côté tranchant, la taille, avec toujours le croc ici. On a toujours le côté stock et on a également un côté stock ici, de manière à ce que si on n'arrive pas à percer en donnant des coups comme ça, on aura peut-être toujours la possibilité de donner un grand coup avec un fort balancement pour pouvoir venir percer par exemple une protection avec le piquet à l'arrière, donc à la manière d'un marteau en fait tout ça. De ces armes-là vont découler une arme qui va devenir purement militaire, c'est la hallebarde en fait tout simplement. Donc ça c'est un modèle dit hallebarde suisse parce que les Suisses étaient très friands de hallebarde. Faut savoir que les Suisses au XVe siècle, après la messe le dimanche, ils avaient pour obligation de se retrouver sur la place communale et tout le monde avait une hallebarde chez soi et devait s'entraîner avec ses concitoyens
de manière, en quelque sorte, c'est ça qui a permis aux Suisses de conserver leur indépendance pendant très longtemps, en fait, sous forme de petites cités-États, en fait. Et les hallebardes, en s'entraînant comme ça tous les dimanches sur la place du village, ils avaient la possibilité d'être tous expérimentés, d'être tous très très bons dans le maniement de cette arme, à tel point qu'ils ont fini par sortir de leur canton suisse et par se faire mercenaires pour beaucoup dans les royaumes qui se battaient autour de chez eux. Et ils ont popularisé ce type d'armes autour de chez eux. C'est vrai qu'on retrouve des gardes suisses, notamment dans l'armée française. Exactement. La garde suisse qui finit par défendre les Tuileries lors de la Révolution. Exactement, et encore aujourd'hui qui défend le Vatican. Et d'ailleurs, les gardes suisses d'aujourd'hui au Vatican ont une évolution de cette hallebarde-là, qui est la hallebarde qu'on connaît en forme de croissant de lune, avec de très jolies décorations dessus. Et après, vous avez également, ça c'est parfait qu'elle revienne, c'est le bon timing. Donc là, vous allez avoir ce qu'on appelle une plomée. Donc là, on commence à arriver sur les armes un petit peu plus spécialisées. La plomée, c'est un espèce de très gros marteau. Ça pèse très lourd. C'est un avantage, en fait, cette arme-là. Donc, elle a toujours la pointe, donc ce qu'on appelle une dague, parce que ça a cette espèce de forme, en fait, à 4 pans. C'est un losange à 4 pans. Ça, c'est vraiment fait pour éclater, en fait, la cotte de maille. Ça va ouvrir la cotte de maille parce que la pression est beaucoup plus grande. Et ça s'appelle une dague, tout simplement, parce qu'à la période qu'on constitue, nous, on avait un type de dague, qui n'est pas ce type de dague-là utilitaire avec un tranchant, qui s'appelle une miséricorde. Et il faut imaginer qu'en fait, la miséricorde, elle avait un peu une poignée comme ceci, et en fait, elle avait un fer comme cela. Voilà, donc c'était vraiment fait pour abattre les ennemis qui étaient à terre, en venant, du coup, leur donner miséricorde et en les poignardant avec ceci. Donc cette arme-là, elle va combiner une dague, donc un truc pour faire de l'estoc, et elle a également ces espèces de grosses têtes qui sont faites en acier qui est très compact. Et en fait, c'est fait pour transférer le maximum d'énergie lors de l'impact. Donc le but, c'est d'affronter des ennemis qui vont porter des armures complètes. Comme je vous l'ai dit, à la fin du Moyen-Âge, on porte de plus en plus des armures qui sont très complètes, très couvrantes, de manière à pouvoir créer des lésions internes en fait à l'intérieur. Donc faire éclater des organes internes, potentiellement créer des commotions cérébrales en tapant sur le casque, ou éventuellement pour les armures qui sont articulées, qui est plus efficace que d'essayer de transpercer l'armure. Alors c'est beaucoup plus efficace parce qu'une armure, vous n'arriverez jamais à l'entamer avec un tranchant. Avec un estoc, à moins de réussir à trouver une jointure entre deux plaques d'armure et réussir à glisser les stocks dedans pour aller toucher une artère ou un organe interne, c'est très difficile. Vous verrez sur l'armure du duc de Bretagne, elle est tellement complète. Réussir à trouver un endroit où glisser un estoc, c'est très compliqué. Donc au final, le mieux, c'est de taper dessus comme un sonneur. Ça fonctionne très bien. C'est aussi pour ça que vous avez ces sections quadrangulaires pointues qui sont à l'intérieur, de manière à ce que non seulement au moment de l'impact, vous veniez percuter et d'une coup faire un choc contendant à l'intérieur, mais également potentiellement venir enfoncer une surface assez plane, de manière peut-être à venir réussir à toucher les chairs. Donc le but, c'est de faire un petit peu ce mélange. Donc il y a à la fois une idée de faire un coup d'estoc, de transmettre beaucoup d'énergie par un coup contondant, et du coup potentiellement de réussir à neutraliser l'adversaire, ou alors même comme je vous le disais, d'écraser les jointures pour faire en sorte à ce que son armure, qui était une protection, devienne une gêne en fait. Donc une fois que la jointure est écrasée, il ne peut plus bouger correctement et il devient handicapé par son armure. D'accord. Et du coup, en mélangeant un petit peu tout ça, parce que c'est déjà une arme qui nécessite un peu d'entraînement, c'est une arme que vous n'allez pas retrouver dans les mains du premier Pékin venu. Ça commence à devenir vraiment une arme militaire plutôt pointue, et là on est vraiment sur le pinacle de ce qu'on peut faire en arme personnelle. Le mieux du mieux. Voilà, c'est de mieux en mieux. Et là vous êtes vraiment sur ce qui se fait de plus beau et de mieux. Ça s'appelle une hache d'arme ou une hache noble. Ça combine à la fois du coup les avantages d'une hallebarde, donc à savoir un côté tranchant pour les coups de taille, toujours la dague pour les coups d'estoc, et vous avez du coup également un petit marteau pour donner des chocs également. Donc ça, c'est une arme que vous allez retrouver. Elle est très compliquée à utiliser parce que vous avez également, si vous regardez bien au bout de la hampe, alors là c'est pas un modèle affûté parce que c'est pour éviter d'être trop dangereux, mais vous avez du coup cette espèce de pointe à l'arrière qui vous permet quand même de donner des coups un petit peu vicieux. Donc si jamais vous arrivez à parer un coup de l'adversaire, vous avez toujours la possibilité de venir lui remettre un coup avec le bas de la hampe. Donc c'est très utile comme arme, mais ça nécessite quand même beaucoup d'entraînement. Donc c'est une arme que vous n'allez retrouver que dans les mains de la noblesse ou des combattants expérimentés, par exemple les capitaines, etc. Les gens dont c'est vraiment le métier d'être des combattants en armure et qui sont vraiment payés pour ça et qui sont très recherchés. Et pour réussir à maîtriser cette arme, il faut plusieurs années d'apprentissage. C'est assez complexe. Après, elle est tellement complexe, et ça c'est intéressant, c'est qu'il y a des traités qui nous sont parvenus qui apprennent justement aux gens à utiliser cette arme-là. Mais pour mettre les mains sur un tel manuscrit, ça coûte quand même très cher, donc c'est réservé à une élite. Et il y a également des maîtres d'armes qui sont spécialisés dans la formation de cette arme-là, qui vont passer de famille noble en famille noble pour dispenser leur savoir contre de l'argent. Et ça permet justement de former les générations futures de la noblesse à l'utilisation de cette arme-là pour le combat en armure. Très intéressant.
Bah merci. C'est là qu'on dit que oui. Parce que du coup, on a traité un sujet sur les guerres de Vendée et du coup, c'est vrai que les paysans utilisaient beaucoup d'armes agricoles en fait. Beaucoup d'armes ouais, voilà, agricoles et c'était une plaie vraiment pour les soldats parce que et on voit qu'en fin de compte, il y a vraiment une application militaire de l'arme, on va dire presque agricole à ça se retrouve même dans tous les peuples du monde. Il y a énormément d'armes japonaises par exemple qui sont en fait des armes agricoles qui ont été détournées de leur usage. Les nunchaku aussi, c'est potentiellement des armes qui viendraient effectivement potentiellement du battoir à blé. Il y a énormément de choses comme ça en fait qui ont été déformées, qui ont été transformées pour être utilisées dans le domaine militaire. Au Japon, c'était particulièrement vrai parce qu'ils ont eu beaucoup de révoltes paysannes, mais il ne faut pas oublier que chez nous aussi, des révoltes paysannes ont eu énormément. Exactement. Et puis les guerres de Vendée, mine de rien, c'est quand même une révolte de la paysannerie qui se révolte contre le nouvel ordre établi par la République. Et c'est pour ça qu'on retrouve de toutes les époques des armes paysannes, des outils agricoles déformés et utilisés comme armes. Ouais, puis du coup, ça a donné des idées après. Oui. Pour perfectionner les armes. Bah, petit à petit, on finit par se rendre compte qu'il y a peut-être des bonnes idées à récupérer et on finit par tomber sur des armes purement militaires et très efficaces, hein, puisque la hallebarde, au final, dans ses dernières versions, était encore utilisée sur les champs de bataille du XVIIIe siècle, notamment par les sergents. En fait, les sergents ne portaient pas forcément de fusil. Les sergents, ils allaient potentiellement plutôt avoir une hallebarde avec les couleurs de leur régiment, de manière à pouvoir bien se faire identifier sur le champ de bataille. D'accord. Super intéressant. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Au revoir. Au revoir.